Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Air France 1611 au départ d'Ajaccio et à destination de Nice. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour vous retracer l'histoire de ce vol de courte durée, mais qui a été écourté encore plus vite que prévu. Merci de bien vouloir attacher vos ceintures et de ne pas les retirer tant que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. On décolle tout de suite. À l'aéroport d'Ajaccio en Corse, le vol Air France 1611 se prépare au décollage. Quel plaisir, la Corse, ses montagnes, ses paysages magnifiques. Ce 11 septembre, alors 1968, non, rien à voir, mais alors vraiment rien avec le 11 septembre 2001. C'est 33 ans avant, ici, et la cause du crash est bien différente, on va dire, vraiment très différente. Notre avion est une Caravelle, pour être plus précis, une Caravelle 3. Alors avant toute chose, je vous présente l'équipage dans le cockpit. On retrouve Michel Salomon, le commandant de bord de 35 ans, avec plus de 8800 heures de vol à son actif. Le copilote s'appelle Émile Duvinage, 32 ans et presque 4300 heures de vol. Enfin, le mécanicien navigant Roger Joanne, 38 ans et un petit peu plus de 4300 heures de vol. C'était encore le bon vieux temps des mécaniciens navigants. Bon, l'équipage n'est pas ultra expérimenté. Ok, on a vu des équipages plus expérimentés dans d'autres vols, mais bon, ça va, surtout le commandant de bord, ils ont quand même une bonne expérience. Il est précisément 10h09 lorsque la Caravelle décolle. Tout se passe bien dans l'avion jusqu'à ce qu'il entame son approche pour l'aéroport de Nice. Soudainement, alors que la Caravelle est au-dessus de la mer Méditerranée, l'équipage semble être au courant d'un incendie à bord de l'avion, à l'arrière plus précisément. Le commandant de bord commence à s'inquiéter et se demande comment il va gérer ce problème. C'est jamais facile de gérer un incendie à bord d'un avion, surtout quand on connaît un petit peu celui-ci. Première chose à noter absolument sur la Caravelle, les moteurs sont à l'arrière de l'avion. Ce qui est assez peu commun maintenant, en fait, on a surtout des moteurs sur les ailes au milieu, mais ce qui était assez répandu à l'époque, notamment chez le Boeing 727 ou chez le DC-9 de McDonnell Douglas. Alors, s'il y a un feu à l'arrière de l'avion, peut-être que ce serait un moteur qui serait en feu? Ouais, pas vraiment. Enfin, du moins, c'est pas un feu de moteur qui a provoqué le drame. L'avion descend au niveau 9.0, soit environ 2900 mètres d'altitude, environ 9000 pieds. Il faut savoir, en fait, en aviation, niveau 350, c'est 35 000 pieds en fait. Les 2 zéros derrière, on s'en fout. Niveau 270, c'est 27 000 pieds. Niveau 90, du coup, c'est 9 000 pieds. Et puis l'équipage, du coup, contacte le contrôle aérien à la radio pour annoncer un incendie à bord. Quand c'est comme ça, l'aéroport est fermé et réservé uniquement pour le vol en détresse pour l'accueillir. Les pompiers sortent tous les camions, se préparent à éteindre l'incendie, sans en connaître par contre son ampleur à l'avance. Donc c'est pour ça, du coup, qu'ils sortent vraiment l'attirail maximum, parce que comme ça, au moins, ils sont sûrs quasiment de réussir à l'éteindre. Mais finalement, ça s'annonce pas si catastrophique que ça. En fait, l'avion arrive petit à petit, 10h32, l'équipage lance un message. Nous sommes en vue du sol et en bonne visibilité. Oui, mais quelques secondes plus tard, ils vont le voir de beaucoup plus près le sol. À 10h33, l'avion devient totalement incontrôlable et finit par se cracher en pleine mer Méditerranée, alors même qu'il était seulement à une quarantaine de kilomètres de l'aéroport de Nice. Les secours sont envoyés sur les lieux de la dernière position de l'avion et à 11h22, on retrouve l'avion enfin en morceaux, évidemment, avec une nappe de kérosène assez importante en pleine mer. On peut donc déduire que personne n'a survécu, parce que généralement, quand vous avez un crash en mer, en fait, c'est encore plus violent qu'un crash sur la terre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'eau, en fait, n'amortit pas du tout le choc. On pourra le voir dans un prochain vol, d'ailleurs. Un prochain vol dont je pourrais vous parler. On l'a vu, dans le cadre aussi de Aéropéro 603, que je vous invite à aller voir. Mais maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il s'est passé ici. Bon, mais justement, c'est là que ça montre que c'est un petit peu compliqué, cette histoire. Pour faire simple, il y a une thèse officielle déposée par les autorités françaises et d'autres hypothèses qui peuvent sembler réalistes, mais ne sont pas confirmées officiellement. Bon, nous, on va se fier à la thèse officielle comme d'habitude, parce qu'on n'est pas là pour étayer tous les complots du monde et dire on nous ment ou je ne sais quoi. On est là, il y a un rapport officiel, on essaye de le suivre dans la majorité des cas, mais on peut quand même aussi évoquer les autres possibilités en partant du fait en effet que ce sont des postulats et rien n'a été vérifié jusque-là. En mer, là où il y a de quoi tirer, vous vous souvenez? Regardez la vidéo du TWA800 que j'ai fait il y a quelques temps, vous allez voir un petit peu comme une ressemblance. Depuis l'île du Levant, située non loin des lieux du crash, il aurait été possible qu'un missile soit tiré. Et par qui? Pourquoi? Si le préfet maritime déclare que le champ de tir était fermé jusqu'au 15 septembre, donc le 11 septembre forcément, il n'y avait personne, ce qui mettrait donc tout missile hors de cause, Raymond Philippi, bâtonnier au barreau d'Aix-en-Provence, annonce qu'un missile à tête chercheuse manquait à l'appel. Il a donc touché un obstacle. Ce raccourci quand même un petit peu léger pour prouver qu'un missile aurait été tiré sur l'avion, alors même qu'on ne connaît même pas la date. Un missile a bien été tiré le 11 septembre, mais il ne pouvait pas atteindre l'avion. De plus, quelques mois après, le général de l'armée de l'air déclare que l'île n'était pas utilisée à cette date. Information confirmée par le ministre de la Défense qui était Michel Debré à l'époque. Bon, ça s'était passé un petit peu pareil pour le TWA800 à l'époque, on sait toujours pas ce qui s'est passé non plus. Il y a pareil une thèse qui est là, mais voilà, on sait pas vraiment. Plein de militaires ont des exemples là-dessus, par exemple il y a des ingénieurs qui confirment une erreur de cible d'un missile à tête chercheuse,
Tiens, celui dont on parlait tout à l'heure. Un autre qui entend un gradé qui a trop bu se confier et dire que c'est lui qui a tiré sur la caravelle. Un autre affirme avoir eu des messages confidentiels indiquant que l'avion était abattu. Également encore un autre qui a avoué avant de mourir pour soulager sa conscience. Tant de témoignages qui font que les familles des victimes en effet ne croient pas vraiment en la thèse officielle. Pourtant c'est celle qui a été déposée par les autorités et le gouvernement. Mais les familles ont pu être un petit peu soulagées en 2019 car Emmanuel Macron, président de la République, a ordonné la levée du secret défense sur les documents liés à l'accident, ce qui permet ainsi aux familles d'y voir un petit peu plus clair. Maintenant, on va voir la thèse supposée et avancée par les autorités, parce que bon, on a vu plein de trucs d'ici à droite à gauche, voilà. On a parlé d'incendie tout à l'heure. Un incendie, c'est quelque chose de long, là où un missile fait un effet rapide. Un incendie peut prendre plusieurs minutes à faire son effet et avant la destruction de l'avion. Et souvenez-vous, le feu venait d'arrière. Et où est-ce qu'ils sont, les moteurs de la caravelle ? Bien vu, à l'arrière, on l'a dit tout à l'heure. Donc ce serait en fait le réacteur gauche qui aurait été en feu, propageant l'incendie ensuite à l'intérieur de l'avion. Et quand je vous parle d'un feu, bon, c'est un vrai incendie, hein, voilà, c'est pas un petit feu de moquette, bon, qui prend un petit peu feu parce qu'il y a quelqu'un, je sais pas, qui a mal éteint sa cigarette. Je crois qu'à l'époque, c'était encore autorisé de fumer dans les avions. L'incendie du moteur a donc provoqué en partie le côté incontrôlable de l'avion en se propageant à d'autres organes de commande, ce qui a conduit la caravelle directement en pleine mer. Voilà comment s'est terminé le vol Air France 1611. Comme d'habitude, chers passagers, vous pensez ce que vous voulez. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu le moteur gauche en feu. Maintenant, reste à savoir la raison. Comme d'habitude, chers passagers, vous pensez ce que vous voulez. La chose est sûre, c'est qu'il y a eu un feu sur le moteur gauche. Maintenant, reste à savoir la raison exacte. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel vol vous souhaitez traiter dans les commentaires. De quel vol vous voulez parler. Oui, dites-moi tout simplement un pays, même si vous voulez. Si vous n'avez pas d'idée de vol, voilà. Vous pouvez détacher vos ceintures une fois que vous êtes abonné. Laissez un petit like comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, moi je vous précise que je ne suis pas commandant de bord. Malgré ça, je ne suis pas pilote. Je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, même pas dans le milieu de l'aéronautique, tu vois. Donc voilà. Je suis juste un passionné qui a envie de te partager sa passion dans chaque vidéo. À mardi prochain, 17h30, comme d'hab.